leçon d'une France qui souffrait, qui trimait, qui se battait, mais on n'était peut-être pas descendu aussi bas. Oui, la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu a été acceptée ce matin par le président de la République, Emmanuel Macron, remettant à demain, après-demain, on ne sait quand, le vote du budget. Et c'est la question que vous souhaitez aborder, entre autres, avec votre invité Charles Gave, économiste et président de l'Institut des Libertés. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Charles Gave, merci d'être aujourd'hui sur Sud Radio. Merci de m'avoir invité. Mais oui, mais il n'était pas prévu que le Premier ministre démissionne d'une façon aussi précipitée. Pour autant, vous-même, vous êtes très dubitatif sur la façon dont ce pays est gouverné, et notamment géré. Un budget est en attente, et on sait que c'est l'essentiel, c'était le budget. Alors là, non seulement on n'a pas le budget, mais on n'a même plus l'équipe qui est censée pouvoir le prévoir. Est-ce que, à votre avis, c'était inéluctable? Vous pensez qu'à un moment donné, la fissure allait devenir béante? Et est-ce que ce n'est pas l'occasion, peut-être, on verra bien ce que le président de la République décidera, pour redistribuer les cartes sur table? Écoutez, c'est une question importante, mais je voudrais placer ça un petit peu dans un cadre européen, parce que ça va pas mieux en Allemagne, ça va pas mieux en Angleterre, et partout, on a dans le fond cette classe qui voulait organiser une Europe puis un gouvernement mondial qui devient illégitime partout et qui se débat, mais il est très difficile de gouverner contre un peuple. C'est ce que découvre M. Starmer en Angleterre, c'est ce que découvre l'Allemand aussi. Donc pour moi, c'est simplement un signe de plus de cet échec extraordinaire de ce qu'on pourrait appeler les mondialistes. Ils ont essayé d'organiser des systèmes où on faisait monter des problèmes mondiaux, comme par exemple le réchauffement atmosphérique, et on empêchait les gouvernements de gouverner avec des tribunaux qui étaient à l'extérieur en Europe. Et bien, tout ce merveilleux système qui permettait de plus parler au peuple, de plus s'en occuper, est en train de sauter partout. Donc pour vous, le malaise est plus global que typiquement français? Le malaise, c'est celui que j'avais essayé de diagnostiquer il y a 1 an dans un livre qui s'appelait La vérité vous rendra libre, c'est-à-dire que il y avait une tentative d'enlever les souverainetés au peuple pour la redistribuer à des tribunaux internationaux et à des globalistes, quoi, si vous voulez. En fait, c'est ce que réclamait Attali depuis je sais pas combien de temps. Ce que Philippe Séguin avait formidablement prescrit dans son discours mémorable, il avait tout vu. En 1990. Il a annoncé la totalité. Il a annoncé la totalité parce qu'il comprenait, il n'avait pas peur du peuple. Donc on peut s'amuser à faire toutes les rafistolements des gens aujourd'hui dans les différents parlements, qu'il s'agisse du parlement anglais, allemand ou français, c'est pareil. Mais il n'en reste pas moins qu'un jour ou l'autre, il va falloir retourner devant le souverain. Et le souverain, c'est le peuple. Si tant est qu'ils sont encore souverains, puisque... On lui en a enlevé toute une série de choses, mais en tout cas, il vote encore. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut faire appel au souverain, soit en faisant des nouvelles élections, soit si le président de la République démissionne, soit enfin, si on fait ce qu'il faudrait faire un petit peu dans tous les pays européens, on arrive à la conclusion que la démocratie représentative ne fonctionne plus et qu'il faut aller à la démocratie directe et donner la parole au souverain directement en lui donnant le droit d'initiative des référendums. Mais ça arrivera, ça ne peut pas ne pas arriver, mais ils attendront le plus longtemps possible pour accepter ça, parce que ça veut dire qu'ils perdent tout pouvoir. Vous connaissez le nom d'un politicien suisse ? Oui, actuel ou ancien? Actuel. J'ai connu Jean Ziegler, qui était... Oui, Jean Ziegler, bien sûr, tout le monde aussi Ziegler, parce qu'il avait un profil international, mais aujourd'hui, la Suisse est le pays qui marche le mieux, qui a le plus fort niveau de vie, le SMIC est à 4 000 €. Et il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star. Et vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse que ça marche, quoi. On connaît des noms de policiers allemands, anglais, italiens, mais pas en Suisse. La Confédération c'est le pays qui marche le mieux au monde. Pourquoi ? Parce que c'est le peuple qui décide de tout. Autrement dit, c'est une démocratie authentique. Voilà. C'est une démocratie authentique. Alors nous, la démocratie représentative fonctionnait quand il fallait 3 semaines pour aller de Toulouse à Paris. Mais aujourd'hui, vous pouvez voter 3 fois par jour sur votre téléphone. Et donc, il n'y a plus aucune raison que la démocratie représentative existe, puisqu'il n'y a plus aucune distance. Autrement dit, le concept des Lumières qui voulait une démocratie qui soit par le peuple et pour le peuple, au nom du peuple, finir par arriver. Voilà, mais ça veut dire qu'on s'en était un petit peu éloigné, Charles Gave. Complètement, parce qu'on avait créé dans les 30 dernières années une espèce de classe politique
qui était complètement en dehors du peuple et qui ne s'y intéressait plus d'ailleurs et qui ne s'intéressait qu'à elle. Pourtant, le général de Gaulle, quand il rédige sa constitution avec Jean Foyer et Michel Debré, il est soucieux que le peuple ait le dernier mot. Il se l'applique lui-même en démissionnant après le référendum. Mais ce que les autres n'ont pas fait. 1962, je disais tout à l'heure qu'en 86, Mitterrand ne démissionne pas, en 2007, Chirac ne démissionne pas, il ne démissionne pas. Après, il fait en sorte de ne pas être désavoué par le référendum constitutionnel. Oh, pourtant, c'est un désaveu, puisqu'il avait appelé pour. Et ensuite, à partir de là, on s'est assis sur non seulement ça, mais ça a été bien pire, puisqu'en 2005... Sarkozy, alors que le peuple avait voté contre la Constitution européenne, lui impose de toute façon. C'est-à-dire qu'on lui dit, t'as pas compris, t'es nul. Et depuis, ils n'ont pas fait un référendum. Et on le contourne par le traité de Lisbonne, avec l'approbation du Parlement. C'est-à-dire que tous ces parlementaires ont commis un crime de forfaiture. Le peuple avait parlé, et ils n'en ont pas tenu compte. Donc ils auraient dû tous être mis contre un mur et fusillés. Il y a quand même une conséquence, Charles Gave. Le phénomène de l'abstention a commencé quand les Français se sont dit, bon, puisque notre vote ne sert à rien, c'est pas la peine d'aller voter. Et ça veut dire à ce moment-là que ne vont voter que ceux qui, dans le fond, sont au parti, quoi, si j'ose dire. Cette espèce de parti mondialiste, il n'y avait plus qu'eux qui allaient voter. Et donc, on a un vrai problème aujourd'hui dans toutes nos démocraties. Le système est légal, mais n'est plus légitime. Voilà, ça c'est une question philosophique, mais vous avez mis le doigt dessus. Il est légal, voilà, c'est conforme aux institutions, mais il n'y a plus la légitimité. Il n'y a aucune légitimité. Le peuple est souverain. Et d'ailleurs, le terme souverainiste, le système l'a récupéré comme étant quelque chose d'infâme. Quelque chose d'infâme, c'est-à-dire que souverainiste, c'est être populiste. D'abord, populiste, ça vient du peuple. Oui. Donc le peuple est souverain. Donc je vois pas de me dire que je suis populiste. C'est me dire que je suis pour que le peuple soit souverain, ce qui est l'article 1er de la Constitution, je crois. Ce sont deux énormes paradoxes. Populisme et souverainisme sont devenus quelque part presque des insultes et des anathèmes, alors qu'ils disent que c'est au nom du peuple et pour la souveraineté du peuple. Oui, par exemple, en France, on rend la justice au nom du peuple. Mais si un jugement est rendu par un tribunal européen comme la Cour européenne des droits de l'homme, elle rend la justice au nom de quoi ? On est bien d'accord. C'est au nom du peuple souverain, au nom du peuple français, dans les jugements des tribunaux. Et rappelons que l'éducation est nationale et que l'Assemblée est nationale. Donc, il y a aussi vous pouvez pas avoir de nation. Une souveraineté, ça ne se partage pas. Donc, si vous voulez, comme le président de la République nous dit il y a une souveraineté conjointe de l'Europe et de la France, ça n'existe pas. Donc, par exemple, le Parlement européen n'a aucune légitimité. Comment vous expliquez cette dérive, cette élite qui a confisqué C'est parce que ce qui est très embêtant, c'est les élections. Donc ils aiment bien un système, si vous voulez, où dans le fond, on n'a plus besoin des élections. On reste au pouvoir sans élections. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire en Europe. Mais est-ce qu'il y a une catégorie particulière, j'allais dire, de responsables de l'État, de fonctionnaires, de dignitaires, qui petit à petit ont mis en place... Depuis Jean Monnet... Il y avait deux idées de l'Europe. La première idée, c'était celle de Robert Schuman, qui était de faire une Europe chrétienne, de la subsidiarité. Bien sûr. Qui était une bonne idée. Oui. Et à partir de Delors, on a essayé de faire une Europe puissance. Entre l'Europe, les deux qui ont tué la France, c'est Delors et Trichet. Alors on va mettre les pieds dans le plat, dans le vif du sujet. Vous parlez de Jacques Delors. On va venir justement à la situation actuelle qui découle peut-être d'une suite de mise en place de fonctionnement d'institutions qui ont envoyé l'Europe dans le mur. Est-ce que l'acte unique de 1986, tant souhaité par Jacques Delors, qui représentait la gauche social-démocrate, est-ce que l'acte unique est le début, j'allais dire, de la privation de souveraineté? Absolument. Il faut se souvenir que pour un homme comme Jean Monnet, qui était à l'origine de tout ça, d'abord il était payé par la CIA, ce qui était déjà une bonne chose, parce que ça montrait où c'était. À Washington, il avait savonné la planche de Gaulle entre 40 et 44. Oui, tant qu'il avait pu. Et d'ailleurs, Roosevelt détestait De Gaulle. Et donc, ce qui se passe, si vous voulez, à ce moment-là, c'est très intéressant, mais ce que ils cherchent, dans le fond, pour ces gens-là, la nation était responsable de toutes les guerres. Donc l'idée, c'était de détruire les nations pour qu'on n'ait plus de guerre européenne. Le concept d'État-nation était responsable de toutes les guerres. Voilà. Pour eux, c'était ça l'idée de base. Et donc, ils ont confondu nation et nationalisme avec patriotisme. Bien sûr. Et un homme éminent comme Jean-Paul II disait qu'une démocratie ne peut pas exister en dehors d'un État souverain, d'un État-nation. Parce que, disait-il, dans un État-nation, celui qui perd accepte de perdre. Tandis que, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai des ancêtres alsaciens,
il est hors de question que, même si les Allemands sont majoritaires, ils viennent faire la politique en France. On a essayé, ça marche moyen. On est bien d'accord. Donc, si vous voulez, l'idée de base, c'était de faire soit une espèce de confédération des États-nations, un peu sur le modèle de la Suisse, où on gardait l'essentiel et puis on laissait quelques trucs à la... Attention, c'est confédéral. Ne confondons pas fédéralisme et confédéralisme. Absolument. Les cantons sont quasiment souverains en Suisse. Ils ont transmis un certain nombre de pouvoirs à l'État fédéral, mais qui peuvent reprendre à tout moment s'ils le décident. Et ils sont très vigilants d'ailleurs sur ces libertés. Ils sont très vigilants sur leur liberté suisse. Et vous voyez qu'en Suisse, ce qui est rigolo, c'est que le nombre de choses qui sont faites par les communes, puis il y en a moins qui sont faites par les cantons, et puis il y en a très très peu qui sont faits par l'État fédéral. Et donc, il aurait fallu arriver à un système comme ça, et on a fait exactement l'inverse. On a essayé de recruter. Vous savez, l'Europe est hantée par deux modèles d'organisation. Celui de l'organisation de l'Église catholique, qui était la subsidiarité, ce qui peut être fait au niveau de la paroisse est fait là, puis ensuite au niveau de l'évêché, puis ensuite au niveau du cardinat primat, puis ensuite on monte à Rome quand on ne réussit pas à se mettre d'accord. Et puis l'autre, c'était l'Europe puissance, l'Empire romain. Et ils essayent de recréer l'Empire romain, ces imbéciles. On continue cet échange passionnant, Charles Gave, dans quelques instants. Faut-il casser le système? La 5e République est-elle arrivée à bout de souffle? Donnez-nous votre avis. Prenez la parole au 826 300 300 et n'hésitez pas à poser vos questions à Charles Gave, notre invité. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Radio, la France dans tous ses états. Une phrase prononcée à l'instant par Bruno Retailleau. Sébastien Lecornu m'a caché la nomination de Bruno Le Maire. On s'y attendait un petit peu, je crois, Perico. Eh bien voilà, on se doutait qu'il y avait anguille sous roche, qu'il y avait un malaise quelque part pour que Bruno Retailleau se déjuge dès hier en disant oui, on rentre au gouvernement, mais pour en sortir, on voyait bien qu'il y avait un malaise. Bruno Le Maire qui refait surface. Charles Gave, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous vous souvenez, il était arrivé dernier à la primaire de la droite en 2017, oui. Et il se retrouve ministre de l'économie et des finances quelques mois après l'élection de Emmanuel Macron. Et là, il était remis en recul. Il avait même déclaré plusieurs fois qu'il était hors de question, un peu comme Dupond-Moretti l'avait dit au ministère de la Justice, c'était hors de question qu'il revienne au gouvernement. Il revient, dites-moi, quelle efficacité? Il revient 2 heures après, le Premier ministre qui tombe. C'est formidable. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire quelque chose, si vous voulez, c'est que... Et ici, encore une fois, il faut reculer un petit peu pour essayer de mieux comprendre, parce que si on reste le nez dans le guidon, on comprend rien. Dans un pays, vous avez 3 niveaux. Mettons, vous avez le peuple, puis il y a l'administration, si vous voulez, qui sont les gens qui sont chargés de faire marcher l'État, qui est quand même un truc. Faut avoir une mémoire de cheval, apprendre des tas de règles imbéciles et n'avoir aucun caractère, quoi. C'est la caractéristique normale. Monsieur Le Maire en est un exemple parfait. Et tout en haut, vous avez le pouvoir politique dont le but est d'être foudroyé s'il se trompe. C'est Pétain. Mais depuis les années Giscard, la classe politique, la classe administrative a pris le contrôle de la classe politique. Et la caractéristique de la classe administrative, c'est qu'elle ne prend aucun risque. Parce que sinon, il ferait autre chose, il serait entrepreneur. Soyons précis, les directions centrales des ministères... Même les politiques eux-mêmes, si vous voulez. Ils sont tous énarques, etc. Ils sortent tous de l'administration. C'est la question que je vous posais tout à l'heure. Quel est le secteur qui a pris possession? C'est la classe administrative. La classe administrative. Et donc aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation où il y a des gens qui veulent pas prendre de risques, qui sont au pouvoir. Mais... si vous prenez pas de risques, le pays s'enfonce. Si vous voulez gouverner, c'est prendre des risques. Par principe, en général. Et on assume. On s'engage et on assume. On assume, si vous voulez. Là, c'est Pétain. À la fin, il est jugé, et voilà, c'est parce qu'il avait fait une bêtise. Et aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser que ce qui se passe autour de Macron, ça me rappelle ce qui s'est passé autour de Pétain à Sigmaringen. Comme vous savez, ils sont tous partis en Allemagne, et il paraît qu'il y avait des batailles absolument féroces qui se passaient entre eux pour savoir qui s'assoirait à côté du maréchal. Donc on a l'impression aujourd'hui qu'il y a des espèces de poulets sans tête qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de cœur, qui n'aiment pas leur pays, et qui sont tous en train de se battre pour des oripeaux et les Français ne les aiment plus, ne les comprennent plus, ne s'intéressent pas à eux. Moi, je sais pas, mais il y a un désamour des politiques. Quand j'étais jeune, si vous voulez, autour de De Gaulle, il y avait quand même Perfit, il y avait Malraux, il y avait ce gars, il y avait des gens quand même qui avaient
des convictions dont on ne pouvait pas douter une seconde qu'ils aimaient leur pays. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils cherchent à faire carrière. Bien sûr, à la différence que le maréchal Pétain, même s'il avait été investi le 10 juillet par la Chambre, rappelons que c'était la Chambre des Front Populaire, ensuite s'est comporté en dictateur puisqu'il avait le pouvoir absolu. Il l'a assumé, il a dit c'est moi que l'histoire jugera. Voilà, pas de comparaison avec Emmanuel Macron. Non, pas la même chose, si vous voulez, une atmosphère de fin de règne avec des gens autour qui sont... je vous dis, des poulets sans tête. Ils ont pas de dignité. Moi, j'ai été surpris quand même que le Premier ministre démissionne. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça. J'ai dit qu'il avait du cran, voilà, et qu'il se sera comporté pendant quelques minutes en homme d'État. Alors qu'on le lui contestait, et finalement, il a eu ce courage d'assumer. Il a peut-être rencontré trop d'officiers dans sa carrière, je sais pas. Ah, il peut avoir encore un sens de l'honneur et un sens de l'État. C'est pas possible. Ça fait longtemps que quelqu'un n'avait pas démissionné dans ces conditions. Si Jean-Pierre Chevènement, au moment de la guerre d'Irak, un ministre, ça ferme la gueule ou ça ferme sa gueule ou ça démissionne, il avait assumé. Il y en avait quelques-uns, mais si vous voulez, autrefois, il y avait quand même des gens qui démissionnaient. C'était, ça faisait partie de... Alors, Bruno Le Maire, qui est un esprit prodigieux... Mais pas du tout, il a fait en suppléant. Voilà, mais enfin bon, il est considéré comme un des cortex les plus fins de la Macronie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron l'avait pris, c'est parce que c'était une intelligence supérieure, quelqu'un qui allait effectivement montrer qu'à ses responsabilités gouvernementales, il allait faire avancer les projets. Il sait pas faire une règle de 3. Hein. Alors voilà, donc aujourd'hui, il était pressenti pour l'armée, ce qu'on appelait la défense nationale autrefois. Les officiers devaient être foudrages. Il avait prédit que la Russie allait s'écraser assez vite sous les sanctions, j'allais dire, de l'Union européenne et des États-Unis. Pourquoi sa nomination a suscité un tel malaise, à votre avis, au sein des Républicains? Parce qu'il est l'archétype du gars qui a échoué et qui n'en supporte pas les conséquences. Pour moi, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que vous avez l'impression qu'il y a des gars qui reviennent toujours les mêmes, qui échouent toujours, mais aussi dans la haute fonction publique, si vous voulez, quand vous voyez ce qui arrive à Madame Anne Lauvergeon, qui a quand même perdu 4 milliards en achetant une mine de je sais pas quoi, et que lui avait une affaire que lui avait présentée son mari, Monsieur Frick, et qui n'est toujours pas jugé. Donc vous avez l'impression que l'affaire, vous savez, Alstom, oui, aussi, où le député qui s'est suicidé avait fait un dossier qu'il a présenté au juge d'instruction, ça n'est toujours pas instruit. Et Arnaud Montebourg avait proposé même une nationalisation. Une nationalisation, etc. Donc, cette façon de gouverner en disant j'échoue, mais ça n'a aucune importance, vous me reverrez encore. Si vous voulez, si c'était dans le secteur privé, c'est comme si... C'est typiquement français, parce que dans d'autres démocraties, je vois même dans les mandats locaux, que ce soit l'Espagne et l'Italie, un député fait 1 ou 2, 3 mandats quelquefois, vous savez, même les maires. Oui. Mitterrand avait commencé sa carrière politique avant Eisenhower. Bien sûr. Et donc, si vous voulez, vous vous dites, mais en France... Il y a une espèce de pérennité des corneaux. Il faut me leur mettre une retraite à 45 ans. Il avait commencé en recevant la Francisque, d'ailleurs. Et même avant, je crois qu'il a été dans les Croix de Feu. Plus ou moins. Et les Camelots du Roi, je crois. Les Camelots du Roi, ou je sais pas quoi. Enfin, donc, grande longévité. De 36 à 88, c'est bien, quoi. Vous me direz, ce sont les Français qui ont voté pour lui et qui l'ont élu. Non, ce ne sont pas les Français, parce que les Français, le système électoral est ainsi fait que c'est ces gars-là qui contrôlent le système électoral. Donc, ils n'ont pas le choix. Essayez de vous présenter, si vous ne faites pas partie de ce petit monde. Vous n'avez aucune subvention. Vous n'avez aucune interview à la télévision ou à la radio. Donc, vous ne pouvez pas percer. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, le lien entre la politique et l'argent, même si tout ça a été réglementé par Michel Rocard... Le lien entre la politique et le pouvoir, ce qui est bien pire. Et le pouvoir. J'en déduis que, finalement, l'élection du président de la République au suffrage universel, tel que le général de Gaulle l'a obtenu en 1962, est peut-être pas forcément une bonne idée, ou ça serait une bonne idée si on avait du personnel qui soit à la hauteur de la mission. Non, à mon avis, ce qu'il faut en déduire, c'est que la constitution de la 5e est une saloperie. En soi. Puisqu'elle a été faite par Michel Debré, qui nous a collé en plus l'ENA, qui nous a collé l'École nationale de la magistrature, qui nous a collé cette constitution dans laquelle l'exécutif
domine les deux autres pouvoirs. C'était le but. C'était le but. C'est la vision gaullienne. Il faut un chef d'État un peu souverain, quelque part. C'est une république monarchique. Certes. Un arbitre suprême. Un arbitre suprême, mais ça suppose que l'arbitre ne soit pas biaisé. Mais Charles Gave, c'était un remède à la situation précédente avec un parlementarisme qui crée une instabilité. Oui, mais le remède, c'eût été de redonner la parole au peuple et non pas à la classe politique. La Constitution du 23 octobre 58 a été approuvée par référendum. Ça vous Elle a été parce que c'était De Gaulle et qu'on n'allait pas dire non à De Gaulle. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que depuis, prenez le président les uns après les autres, De Gaulle, ça allait. Il l'a appliqué à la lettre. Il l'a appliqué dans son esprit. Dans l'esprit, il l'a appliqué. Puis ensuite, il y a eu Pompidou, qui est mort trop tôt, sinon on n'aurait jamais eu Mitterrand. Puis il y a eu Mitterrand, qui était quand même moins bien que Pompidou. Puis on a eu Chirac, qui était moins bien. On n'aurait pas eu Giscard, s'il était mort. On n'a pas eu Giscard. Oui, on n'aurait pas eu Giscard et on n'aurait pas eu Mitterrand. Parce qu'ils les auraient liquidés tous les deux. Mais donc, vous prenez tous les présidents de la Ve République, et tous les présidents étaient plus mauvais que le précédent. C'est absolument extraordinaire. Et donc, quand Hollande a été élu, je me suis dit, chouette, on peut pas aller plus bas. Mais si. Alors j'ose pas penser à celui qui arrive derrière. D'autres experts que vous se sont fait la même remarque. Au moins avec Hollande, on pourra pas. Déjà Sarkozy, c'était pas bien haut. Hollande en descendait d'un cran, se dit bon, au moins on va pouvoir que remonter. Souvenez-vous des départs, du début d'Emmanuel Macron en 2017. Même les gens qui n'avaient pas voté pour lui se disaient en tout cas il va faire bouger. Voilà, il va remuer la table. Et à défaut de renverser la table, il va remettre les pendules à l'heure et on va retrouver une France. Le bilan est à exact opposé des espoirs suscités en 2017 pendant la campagne présidentielle. Parce que si vous donnez des pouvoirs excessifs à un seul homme, vous savez, c'est ce que disait un remarquable homme État britannique qui disait le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc on avait donné un pouvoir absolu à un homme et ça ne peut pas ne pas se détériorer. Donc la constitution de la Ve est une saloperie en elle-même, puisqu'elle a investi un seul homme de tous les pouvoirs. On continue à en parler dans quelques secondes. Vous restez bien avec nous, 0826 300 300 pour réagir, à tout de suite. Dans tous ses états. Charles Gave, nous poursuivons notre échange passionnant dans un habillage politique formidable avec un Premier ministre il a acheté l'éponge. Il a acheté l'éponge. À mon avis, en jetant l'éponge, il a jeté l'éponge pour toute sa classe. C'est-à-dire que les Français sont de plus en plus en train de se rendre compte qu'il faut se débarrasser de cette classe. Alors, est-ce que c'est l'occasion pour le président de la République? On était en train de discuter tout à l'heure de la Ve République, et vous disiez, est-ce que je peux résumer par cette phrase? La Ve République est un outil institutionnel très fort avec des dérives. Dans les mains du général de Gaulle, ça a donné quelque chose d'acceptable. Parce qu'il s'en allait. Mais vous disiez presque c'est comme si on donnait une Kalachnikov à un adolescent. Oui, si vous voulez, moi j'ai une autre image, et je dis, c'est comme si vous donniez les clés de votre cave à un sommelier alcoolique, quoi. Ah oui, là c'est sûr qu'il en abusera. Il passera du bon temps. Et c'est ce qui se passe. Alors, on a une série de sommeliers alcooliques. Est-ce que c'est l'occasion pour le président de la République? Emmanuel Macron aime bien marquer l'histoire, pour faire des coups. Est-ce que là, dans un accès à la fois de courage, de lucidité et de témérité, il pourrait dire, bon, on est arrivé au bout d'un certain rouleau, je change la donne. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Démissionner, mais est-ce qu'il pourrait en même temps dire, il me reste encore 2 ans et demi, changeons la Constitution et retrouvons une Constitution qui permette à ce pays de sortir du merdier dans lequel il est. Absolument. Alors, s'il veut faire ça, en admettant que cet homme aime la France, qui est loin d'être prouvé, la seule chose qu'il doit faire, c'est introduire en France un référendum de rappel. C'est-à-dire où, s'il y a, mettons, 10 millions de Français qui se mettent d'accord en signant des papiers, à ce moment-là, il peut y avoir un vote pour savoir si on garde le président ou si on s'en débarrasse. On file à Bastia, le temps d'avoir Chantal au téléphone. Bonjour Chantal. Bonjour, alors nous venons à Périgord, que j'ai pas eu l'occasion d'avoir déjà au téléphone. Mais Chantal est une fidèle auditrice, Périgord. Merci Chantal. Et nous, on est ravis de vous avoir à l'antenne. Je vous souhaite la bienvenue et bon courage, parce que c'est vrai que relever le défi après André Vercombe, ça ne doit pas être évident, mais je trouve que si vous en portez
Très bien. Mais il m'a donné quelques secrets pour être digne de sa succession. Bonjour Monsieur Gave, que j'avais déjà eu l'occasion d'échanger sur Sud Radio. Tant mieux. Merci encore pour ce que vous faites, Monsieur Gave. J'adore vous écouter, que ce soit l'Institut des Libertés et le reste. C'est très très intéressant. Merci C'est beaucoup. dommage qu'il faudrait que vous soyez au gouvernement, à l'économie, ça nous ferait du bien. et pas Bruno Le Maire. Alors voilà, moi je pense que Monsieur Macron, il a deux solutions aujourd'hui. Il a la démission, et ça il ne le fera jamais. Il a un ego trop surdimensionné, ou alors il peut nous coller l'article 16. Parce qu'à un moment donné, il va trouver plus aucune personne qui voudra faire Premier ministre, qui voudra être Premier ministre. Donc, il peut se prendre aussi tous les pouvoirs. L'article 16. Voilà. Donc, moi, ça me fait un petit peu peur parce que complètement mégalo, quand on entend le discours qu'il a tenu au Danemark, et pas que lui d'ailleurs, hein, parce que quand on entend les autres partis politiques à l'Assemblée nationale, ça fait vraiment flipper. C'est tous des malades mentaux, hein. Parce que la guerre, ils iront la faire eux, hein. Malheureusement, c'est les civils qui la déclarent, mais c'est les militaires qui la font, et c'est toujours les populations qui en prennent plein la figure. Moi, je pense que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, alors la dette, c'est toujours pareil. La dette publique, elle est toujours collective. Par contre, les privilèges, ils sont toujours individuels. C'est-à-dire qu'ils font des conneries. Et après, c'est nous, les Français, et tout le monde qui devons payer. Parce que c'est des gens qui sont incompétents. Ou pire, qui sont là pour détruire ce qui reste à détruire. Donc, ils sont jamais face à leurs responsabilités. Merci qu'il ait démissionné. Parce que si en plus on se tapait Bruno Le Maire à l'armée, déjà qu'il a ruiné l'économie, il manquait déjà qu'il reste plus beaucoup de choses dans l'armée. Alors moi, je voudrais demander à Monsieur Gave, bon, je sais que lui, par rapport à la sortie de l'euro, on est sur la même longueur d'onde, ça, il n'y a pas de souci, quand on connaît un peu l'économie, et moi, je suis vraiment une citoyenne qui m'interroge, hein, mais bon, il y a des choses qui me semblent, il suffit de suivre. Hein. Je veux dire, en 2002, la balance extérieure était positive, et après, elle est devenue négative quand elle est rentrée dans l'euro. Donc, je veux dire, je ne suis pas une économiste forcenée. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, la 5e République, ok, elle a été faite sur mesure pour Monsieur de Gaulle, pour Charles de Gaulle. Aujourd'hui, on n'a que des ânes battés. On ne peut plus voter. Moi, je vais vous dire, au dernier législatif, c'est la première fois de ma vie, et j'ai 57 ans, Chantal, où je ne me suis pas déplacé. On a compris l'esprit de votre intervention. Charles Gave a envie de vous répondre parce qu'il a été interpellé par votre question. Charles Gave. Alors, c'est une très bonne question. Et je crois qu'encore une fois, il faut retourner à la notion de souveraineté. Alors, la notion de souveraineté a été définie, imaginez-vous, il y a quelques siècles, par les légistes de Philippe le Bel. Alors, qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est un territoire, des frontières, pour commencer. Ensuite, une armée pour protéger ses frontières s'il y a des gens qui veulent nous attaquer de l'extérieur. Une police pour protéger la population contre les mauvais joueurs. Une justice. Une monnaie. Et vous voyez que si vous prenez ces 4 ou 5 critères, la France n'a plus aucune souveraineté. Donc, s'imaginer qu'on peut régler les problèmes qui existent en France aujourd'hui sans aucune souveraineté, c'est se foutre du monde. Donc la première des choses, c'est qu'il faut que la France retrouve sa souveraineté monétaire, retrouve sa souveraineté judiciaire, retrouve sa souveraineté militaire, puisque Sarkozy nous a mis dans l'OTAN, ce qui était un crime un autre pour lequel il devrait être fusillé, retrouve la souveraineté de sa police et de sa justice. Or, dans les traités actuels, on a affirmé toutes ces sous-souverainetés à l'Europe ou à l'OTAN, ou aux États-Unis et à la CIA. Donc, l'idée de base, c'est que la constitution de la 5e est peut-être une bonne constitution si on y fait 2 ou 3 petits aménagements, mais elle ne peut pas fonctionner si nous restons dans l'Europe. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, j'allais dire, de concilier l'utile et l'urgent? Nous ne sommes plus seuls en Europe dans la mondialisation. Est-ce que l'idée du traité de Rome initial, et surtout ce que le traité d'Élysée de 63 entre Konrad Adenauer et Charles de Gaulle avait établi, à savoir une souveraineté de l'Europe par rapport aux États-Unis, permettrait, en préservant
préférence communautaire qui aujourd'hui n'existe plus. Est-ce qu'il y a quand même moyen de rester dans, qu'est-ce qu'on peut dire, une confédération européenne, une entente européenne? Il faudra peut-être le faire. Qui nous permette de cohabiter sans être totalement dépendants, on va le dire tout simplement, des intérêts de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une opération qui n'enrichit que les Allemands. Oui, en fait, ils sont en train de s'appauvrir à fond la caisse aujourd'hui parce qu'ils se sont fait coincer par les Américains. Mais vous parlez de 63 et d'Eisenhower. L'idée qu'avait eu De Gaulle à l'époque, c'était de remplacer la protection militaire de l'Allemagne par la force de frappe française. Adenauer avait été très enthousiasmé par cette idée. C'était un Rhénan, si vous voulez. Il était de Cologne. Enfin, c'était juste à côté de la frontière, donc c'était un homme tout à fait agréable. Donc, il s'est précipité au Bundestag pour dire ça. Et les ordres sont arrivés des États-Unis de virer Adenauer immédiatement. Il a été remplacé par Erwin Erhard, qui a immédiatement fait adopter par la CDU une loi qui disait les traités sont au-dessus de tous les Européens. Et en aucun cas, on ne peut changer la protection militaire des États-Unis contre l'Allemagne. Donc il faut bien, ce que disait Brzezinski, qui était un peu le Kissinger des démocrates. Zbigniew Brzezinski. Oui, Zbigniew Brzezinski, qui était d'origine polonaise. Il disait, la politique extérieure des États-Unis doit garantir que l'Allemagne restera sujette, non indépendante, que la Russie restera pauvre et que la Chine restera isolée. Eh ben, on y est, là. Mais ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à rendre l'Allemagne pauvre. Oui. Mais les deux autres, plus du tout. Et le président Macron est en train, avec le conflit russo-ukrainien, de dire mais la France peut devenir quelque part dans une Europe qui serait totalement lâchée par les Américains. Nous serions la force de protection de l'Allemagne. Charles Gave, on va écouter Jean-Pierre qui nous appelle de La Ciotat. Qu'est-ce que c'est beau, La Ciotat. J'adore La Ciotat. Jean-Pierre, je vous écoute. Bonjour Perico Légas, bonjour Charles Gave. Moi je voudrais ajouter au propos de Charles Gave le fait que dans la définition d'un État, il faut aussi un peuple et un vouloir-vivre collectif. Et je pense que c'est la base essentielle. Ah, j'ai pas entendu, excusez-moi. Mais c'est une nation, c'est vouloir vivre ensemble. Vouloir vivre collectif. Oui, mais tout à fait. Parce que la notion de vivre ensemble a été déformée depuis 15 ans. Donc je voulais insister là-dessus. Et je suis pas certain aujourd'hui, quand je vois LFI, qui est un réel vouloir vivre collectif. Et surtout la conscience d'un destin commun. Voilà, la conscience d'un destin commun. C'est la phrase essentielle. Oui, c'est ça. La conscience du destin commun, je suis pas sûr qu'elle y soit. Pour la Ve République, je suis pas d'accord avec Charles Gave. Cette Ve République, elle a été faite en observant l'histoire millénaire de la France par les constitutionnalistes de l'époque et Charles de Gaulle. J'imagine que vous savez que la durée du septennat a été trouvée en calculant la moyenne de règne des rois de France. Oui. Donc appliqué à MacMahon. Dans le but de rétablir la monarchie en plus, parce qu'il fallait du temps. Il fallait du temps. Alors, tout ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est vrai, mais vous savez, le monde change. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes en train de rentrer dans ce qu'on peut appeler une économie de la connaissance. Et il se passe un phénomène curieux. Comme vous avez dû remarquer, je suis un vieux marxiste. Et Marx disait que l'infrastructure économique déterminait la structure politique. Une idée qu'il avait piquée à Ricardo, mais enfin, ça, c'est pas grave. Et donc, l'infrastructure économique de la révolution industrielle, c'était des sociétés industrielles qui étaient d'immenses pyramides. Des concerns, des trusts, des trucs gigantesques. Et donc, l'État s'est organisé comme une pyramide plus grosse que les autres. Mais quand vous regardez des gens aujourd'hui comme Microsoft, etc., c'est pas des pyramides, c'est des espèces d'amibes qui sont, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, il n'y a pas tout ça, c'est des espèces d'amibes. Et donc, le système aujourd'hui politique. Mais plus puissant que les États. Et plus puissant que les États parce que leur valeur qu'ils créent, c'est des 0 et des 1 dans un ordinateur. Et ils font apparaître ces 0 et des 1 là où ils veulent, et miraculeusement, ça n'apparaît que dans des paradis fiscaux. Vous voulez dire que Big Brother a été dépassé par les GAFAM? Complètement. Complètement. Et ce qui veut dire aujourd'hui que si on doit s'en sortir, il faut taxer les GAFA sur leur chiffre d'affaires et pas sur leur profit. Parce que, par exemple, Microsoft ne doit pas payer un sou de bénéfice en France parce qu'il n'en fait pas. Et donc, il faudrait taxer sur le chiffre d'affaires qu'il fait en France. Parce que en coupant les ressources des États, ils les mettent dans un état de faiblesse considérable. Pourquoi on leur fait ce cadeau ? C'est bien la classe politique qui décide de leur faire ce cadeau. Parce que le but de la classe mondialiste,
c'est de gouverner avec les GAFA. Donc ils sont des alliés naturels. Tiens donc, ça explique beaucoup de choses. Vous restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h pour réagir. 0826 300 300. Dans un instant, nous accueillons Olivier qui sera en ligne de Bois-de-la-Pierre. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Nous sommes avec Charles Gave sur Sud Radio où nous essayons de décrypter le merdier dans lequel l'exécutif a plongé ce pays. Mais on va s'en sortir, Charles Gave. Nous avons en ligne Olivier qui appelle du Bois-de-la-Pierre, charmante bourgade de la Haute-Garonne entre Muret et les Martres de Lausanne. Olivier, que vous inspire la situation? Moi j'ai vécu là, j'ai vécu à Carbone pendant quelques années. Donc, à côté. Ah oui, vous étiez voisins alors. On était voisins. Vraiment voisins pour le coup. Sur les bords de la Garonne, presque les bords de la Garonne. Olivier, votre coup de cœur ou coup de gueule? Alors moi mon coup de gueule il est aussi sur le fait que tout ça me provoque une certaine forme de pessimisme, mais du pessimisme parce qu'il est lié quand même beaucoup à ce que sont les politiques, mais à ce qu'ont fait les Français pour les mettre en place. Je voudrais dire qu'il y a un petit peu moins des 2/3 de l'Assemblée qui sont composés de populistes, qui, quoi qu'il arrive, sabotent pour saboter, et en fait l'intérêt passe derrière. Vous faites allusion au RN et à la France Insoumise, c'est bien ça que vous voulez dire? Oui. Avec le fait que ce qui aurait pu être le centre-gauche dans lequel j'aurais pu me retrouver, une social-démocratie, je n'y fais absolument plus confiance depuis qu'elle a fait front commun avec la France Insoumise, que je considère aujourd'hui le parti de très loin le plus dangereux en tout point. Comment ça, Olivier Faure ne vous rassure pas? Pas du tout. Pas le moins du monde. Et je ne crois pas du tout à ces paroles, d'autant que même Glucksmann, à l'issue des européennes qu'il avait fait séparément, s'est dépêché de retrouver le Front populaire avec la France insoumise, un truc qu'on n'aurait absolument pas toléré d'un parti républicain qui serait allé se remettre avec ce lié au Front national, au Rassemblement national, pardon. Oui. Mais les Français ont mis les populistes en place parce qu'ils veulent tous du changement, de l'amélioration, mais ils veulent que ça change dans le jardin du voisin. Personne n'est capable de faire un effort. Regardez la réforme des retraites. Moi, elle m'amuse pas. Parce que je suis hospitalier, je vais vous dire, je sais ce qu'est la pénibilité. Vous avez quel âge? Olivier? Vous êtes dans quelle activité? Hospitalier. Je suis hospitalier, je suis cadre de santé à l'hôpital. Voilà, d'accord. Et si vous voulez, moi, je sais qu'il y a plus grand monde qui travaille, les caisses sont vides, il faut travailler plus longtemps, c'est ainsi, et on l'accepte. Mais si vous voulez, la réforme des retraites, les gilets jaunes, le bloc en tout ça font que les Français refusent toutes sortes de réformes, tout le temps, et que les populistes leur donnent à manger et à boire sur ce terreau-là. Alors, vous me direz, c'est la poule et l'œuf, parce que les uns alimentent les autres constamment. Oui, mais si les populistes arrivent au pouvoir, on en aura le cœur net. Et d'ailleurs, je crois comprendre, les rumeurs circulent depuis quelques heures, que le président Macron serait tenté de confier le gouvernement à Olivier Faure, en disant, voilà, montrez-nous ce que vous savez faire, parce que vous gémissez devant Matignon depuis un an, eh bien, je vous donne la responsabilité du gouvernement. Et là, on verrait bien ce qu'ils disposent comme moyens, est-ce qu'ils ont comme véritable volonté pour aboutir. Vous y croyez, vous, si Olivier Faure était Premier ministre, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un déblocage de la situation? Non, parce que d'un côté, tout le monde se rallierait contre lui, d'une part la droite radicale, et d'autre part aussi LFI qui supporterait pas de ne pas faire partie du voyage, ou qui, si elle faisait partie du voyage, elle se ferait bloquer également. On a perdu Olivier. Charles, aujourd'hui, on est au bout du rouleau, là. Je pense qu'institutionnellement, on a épuisé toutes les figures. Je vous pose une question très bête. Vous seriez aujourd'hui, vous avez le profil et la carrure d'un président de la République. Hein. Vous êtes gentil, mais à 82 balais. Ce bon Adenauer est arrivé au pouvoir à 85 ans. Régis Debray disait sur France Inter il y a quelques mois, la vieillesse est un sauvetage et non pas un naufrage. Oui. Là, plus sérieusement, quelle est la mesure urgente à prendre, selon vous qui avez une définition économique et politique de la crise,
quelle serait la solution intelligente, efficace et courageuse, au-delà de tout clivage idéologique, à prendre pour refaire démarrer ce pays? Écoutez, je crois qu'encore une fois... En Brexit, parce que je sais que vous êtes Brexiteur. Non, sans aller jusqu'au Brexit, parce que j'ai une petite solution à terminer. Si on sort pas, s'il n'y a pas le Brexit, on s'en sort pas. Et si on fait le Brexit, on sort de l'Europe, puisque c'est prévu dans les traités. Donc, alors, je vais essayer de vous répondre de la façon suivante. Quand vous faites des élections pour des gens, ce qui se passe, c'est que si la courbe des électeurs est distribuée selon une courbe de gauche, vous savez qu'il y a la courbe en chapeau de gendarme, comme ça, automatiquement les partis qui sont à l'extrême, c'est-à-dire les partis d'extrême droite et les partis d'extrême gauche, deviennent prépondérants puisqu'il faut leur soutien pour avoir une majorité. Donc, dans la situation aujourd'hui, où il n'y a pas de sortie. Mais dans un référendum sur des sujets et non pas sur des hommes, ce qui gagne, c'est le centre-milieu. Donc il faut remplacer la démocratie représentative par la démocratie directe, sans ça on s'en sortira pas. Mais c'est une modification institutionnelle majeure. Donc on change de constitution et on passe en 6e République. C'est un peu ce que on peut le faire avec le référendum actuel, il suffit de faire un référendum pour donner le droit d'initiative aux citoyens. Donc vous donnez un fonctionnement et une efficacité. Développe le référendum. Le référendum. Voilà. Je dis simplement, on va faire un référendum pour que les Français reprennent en main l'ordre du jour. Vous helvétisez un petit peu la démocratie française. J'helvétise, c'est-à-dire que les Français peuvent décider, tiens, on va faire maintenant un référendum sur l'immigration ou un référendum sur autre chose. Pourquoi pas? On va poser la question à Jean-Michel qui nous appelle de Périgueux. De Périgueux, très rapidement, Jean-Michel. Oui, parce que c'est une ville qui m'est très chère, Périgueux, parce que c'est quand même la capitale des confits et des foie gras, parmi d'autres. Jean-Michel, à Auch, la capitale des confits et des foie gras. Jean-Michel, vous avez entendu ce que vient de dire Charles Gave, il faudrait redonner un peu plus la parole au peuple par des initiatives populaires qui pourraient être plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais d'abord, je suis content de vous entendre, puisque nous étions vus à la Nouaille, mais j'appelle parce que je crois que nous assistons aussi à une alliance objective entre Mme Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron. C'est évident, ça, elle n'est pas neuve. Qui avait défini 3 priorités. On vous entend pas bien, Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone ou voilà. Alors, Mme von der Leyen et Macron qui avaient essayé de se rapprocher sur 3 sujets importants, c'est-à-dire l'éducation, l'Europe et la santé. Alors, cela étant, après, une alliance pourrait se faire avec les GAFA, c'est-à-dire une nouvelle finance qui est anonyme, indépendante et sans visage, pour une nouvelle stratégie qui serait, en fait, l'Europe deviendrait une Europe fédérale, intermédiaire dans le débat géostratégique entre les USA et le futur adversaire américain de la Chine. L'exemple en est encore un autre exemple qui me paraît saisissant et qui est aussi une priorité du président Macron, c'est-à-dire l'implantation de 67 data centers. Et je suis content d'en parler parce que personne n'en parle. 67 data centers encore supplémentaires, c'est-à-dire pour recueillir les données qui la plupart du temps seront étrangères et au service de Amazon et de bien d'autres. Donc, je crois que là, Jean-Pierre, ça mériterait une émission entière. Malheureusement, on n'a pas le temps. On arrive au terme. On va vous rappeler dans une autre émission parce que votre sujet est passionnant et on réinvitera Charles Gave. Voilà, on est à terme de cet échange, de cette séquence. On n'a pas pu tout dire, mais on a quand même constaté qu'il y a quand même peut-être des espoirs à entrevoir. L'espérance est une vertu théologale. Il y a ceux qui